Les amis, bon alors comme promis, je vais vous raconter voilà, le, le combat auquel a participé mon grand-père pendant la Deuxième Guerre mondiale, sachant que comme j'avais dit, les parents de mon grand-père ont aussi hébergé un jeune juif pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà ça, et puis alors je vais vous dire, c'est sur le site Musée de la Résistance en ligne. Voilà, voilà. Et ça, bon, pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que c'est la vérité, hein, ou même si jamais on apprend à se connaître un peu plus, voilà, moi j'ai des preuves, hein, là, pour le coup j'ai des preuves indéniables. Bon, donc, alors, alors c'est parti. Voilà. Le 22 juin 1944, le Maquis 3 du service national Maquis s'installe au camp dit du Bois Blanc, à 8 km à l'ouest de Coulon-sur-Yonne, près du village de Fontenailles, sur la commune d'André. Ce camp, qui a déjà été occupé par d'autres groupes de maquisards, est situé tout près de la limite Yonne-Nièvre, en bordure ouest de la forêt de Frétois, ce qui permet un repli facile en cas d'attaque. Le Maquis 3 compte alors environ 120 hommes. Un regroupement aussi important pose de sérieux problèmes de ravitaillement et les allées et venues des camions dans la région ne peuvent manquer d'attirer l'attention. Je vous préviens, c'est possible que je verse des larmes, hein, parce que moi ça me tient à cœur, ça. Euh, Enfin, ça me fait quelque chose, en tout cas, je peux pas vraiment expliquer. Le Maquis 3 compte alors environ 120 hommes. Un regroupement aussi important pose de sérieux problèmes de ravitaillement et les allées et venues des camions dans la région ne peuvent manquer d'attirer l'attention. Conscients du danger et conseillés par les responsables du service national maquis venus inspecter le camp, les maquisards ont aménagé des fossés et des trous d'abri en lisière de forêt. Ils ont aussi aménagé un sentier de repli en direction de la RN 77 au nord-est. De là, un autre sentier mène au hameau dit des Changras, sur la commune de Magny-le-Château. Le Maquis 3 dispose d'un armement important grâce aux nombreux parachutages obtenus depuis la fin mai. Un mortier, deux bazookas, 17 fusils mitrailleurs, de nombreux fusils, des mitraillettes. Voilà, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Une partie des hommes a été chaussée et habillée avec des tenues canadiennes, parachutées depuis peu. Un autre parachutage est d'ailleurs prévu pour le soir du 3 juillet, près d'Étais-à-Sauvin. Ce même jour, vers 17 heures, une jeune fille de Fontenailles arrive en hâte et signale qu'elle a vu de nombreux camions et autocars remplis de soldats arriver à Fontenailles. Alors ça, c'est pas précisé, mais moi, du coup, je connais l'histoire parce qu'on va commémorer, on re-raconte l'histoire, etc. Et la femme qui les a prévenus, c'était une jeune femme, et elle a fini pieds nus pour les prévenir. Donc, aussitôt, les maquisards se préparent au combat. Peu après, les troupes allemandes arrivent en vue du camp et se déploient face à la forêt. Une colonne remonte l'allée forestière où sont garés les camions du maquis et les inspecte prudemment. Un autre groupe avance face à la lisière du bois où sont postés les maquisards en se dissimulant dans un champ de blé.
Dur, hein, les amis. Les maquisards attendent en séance ce signal pour tirer. Lorsque les Allemands arrivent à quelques dizaines de mètres d'eux, putain, je sais pas ce qui se passe, les amis, hein, ça m'a jamais fait ça, hein. Bon. Lorsque les Allemands arrivent à quelques dizaines de mètres d'eux, Félix Gallo, placé près des camions, commence à tirer avec son FM et tous les maquisards déclenchent alors le feu. Les assaillants ripostent puis reculent en désordre, laissant de nombreux morts et blessés derrière. Les Allemands obligent alors le fermier Cholet à attirer ses chevaux pour amener un mortier et une mitrailleuse lourde. Le mortier tire trop long derrière les positions des maquisards sans faire de dégâts. En revanche, la mitrailleuse lourde tire sans arrêt, hachant les feuillages juste au-dessus de la tête des maquisards allongés. Un tir de bazooka réussit heureusement à détruire la mitrailleuse. Le combat continue avec plus ou moins d'intensité pendant plusieurs heures. Félix Gallo et Robert Darras ont été tués. Et quelques hommes ont été blessés. André Cagnat, le chef du maquis, et son adjoint Raymond Thomaset décident alors le repli. Après s'être regroupés près du hameau des Laurents et avoir franchi avec précaution la RN 77, entre Coulanges et Courson, les maquisards continuent leur marche pendant la nuit et arrivent le lendemain en ordre dispersé au hameau des Champs-Gras. À l'aube, lorsque les Allemands donnent l'assaut sur le camp, celui-ci est vide. Mais un groupe d'une dizaine de jeunes de Clumsy qui devaient monter ce jour-là au camp arrive à proximité sans savoir ce qui s'y est passé. Deux d'entre eux, Antoine Gresky et Henri Thomasin, sont capturés et fiés. Deux autres sont blessés mais arrivent à s'enfuir. Cet engagement du Bois Blanc est le combat le plus important qui a eu lieu dans Lyon. Les 120 hommes du Maquis 3, bien équipés, encadrés et disciplinés, ont tenu tête pendant plusieurs heures à une troupe allemande estimée, avec les renforts, les 120 hommes du Maquis 3, bien équipés, encadrés et disciplinés, ont tenu tête pendant plusieurs heures à une troupe allemande estimée, avec les renforts à plus de 1000 hommes. Les Allemands ont subi de lourdes pertes. Des témoins ont compté 52 cercueils devant la mairie de Courson et de nombreux blessés ont été transportés dans les hôpitaux de la région. Les maquisards déplorent la mort de 4 hommes et celle de la jeune infirmière arrivée de plus peu au camp, Marie-Louise Goldman, Léna. Dont on retrouvera le cadavre à quelques distances du camp et dont on suppose qu'elle s'est empoisonnée.
par peur de tomber vivante aux mains des Allemands. Respect. Le colonel allemand qui commandait l'attaque ayant interdit les représailles contre les populations des environs, on suppose qu'il a cru avoir affaire à un groupe de soldats alliés parachutés et non à des résistants. Elle a pu se comprendre.